Donc, la présentation que je vais faire n'est pas axée sur l'accompagnement doctoral par le directeur ou la directrice de thèse, mais l'accompagnement doctoral par les formations qui leur sont proposées dans le cadre des écoles doctorales, des formations, en l'occurrence, à l'écriture de recherche, puisque moi, je vous parle en tant que formatrice dans ce type d'école doctorale, dans ce type de formation, et aussi chercheuse au Lidilem, comme l'a dit Elsa, sur l'écrit de recherche. C'est-à-dire que mon objectif à moi, c'est d'essayer en équipe de décrire linguistiquement comment fonctionne l'écriture de recherche pour ensuite pouvoir aider les doctorants, mais aussi les masterisants, à entrer dans ce type d'écriture. Excusez-moi, peut-être que ça serait mieux si vous le mettiez en plein écran, c'est-à-dire en format diaporama. Oui. S'il vous plaît, ce serait plus... Merci beaucoup. Oui. Donc, mon expérience en formation doctorale m'a amenée à travailler sur différents points. La problématique de la thèse, par exemple, reste un point épineux, même chez les doctorants qui sont avancés. On ne va pas en parler là, mais c'est quelque chose qui fait l'objet de formations à part entière. Un autre point à travailler en formation concerne cette fois la polyphonie, la gestion de la polyphonie, c'est-à-dire l'exploitation et l'intégration dans son propre texte des discours des autres auteurs qu'on convoque. Là encore, je n'en parlerai pas, mais je voulais quand même souligner ces deux premiers points pour dire qu'ils faisaient l'objet de besoins largement partagés chez les doctorants. Je tiens à préciser aussi que mon public à moi, ce sont les doctorants qui relèvent des sciences humaines et sociales. Mon propos là s'inscrit dans ce périmètre-là et ne va pas au-delà. Et le troisième point qui me semble à travailler de manière prioritaire, c'est la question du positionnement énonciatif dans son écrit, et c'est ce que je vais essayer de traiter aujourd'hui. Comprendre de quel jeu il est question, de quoi parle-t-on quand il est question du jeu. Alors, je vais vous présenter la manière que j'ai de présenter ça en formation doctorale, hein, c'est une manière parmi d'autres. Mais en formation, j'essaie toujours de partir des représentations que se font les doctorants, en l'occurrence ici de l'écrit scientifique. Alors, ce qui émerge des discussions collectives, c'est que l'écrit scientifique est considéré comme un écrit qui tend à l'objectivité, hein, un écrit objectivant. Bien entendu, il n'est pas question d'avoir affaire à un écrit objectif, mais la contrainte, c'est un écrit qui tend à l'objectivité. Alors, cette caractéristique, la plupart du temps, elle est connue de tous, mais elle est de plus en plus discutée. On y reviendra. Et puis, la deuxième caractéristique, qui est beaucoup moins conscientisée, c'est que l'écrit scientifique est un écrit argumentatif. Je vais revenir dans le détail sur ces deux caractéristiques. Donc, l'écrit objectivant, pourquoi? Parce que l'écrit scientifique a pour mission première de construire des savoirs, et donc, en ce sens, il vise l'universalité. Et pour viser l'universalité, il faut tenir son objet à distance de soi en tant que jeu sujet ou jeu déictique. On va y revenir et on va parler ici d'effacement énonciatif. Alors, cet effacement énonciatif, hein, ce jeu, cet écrit objectivant, il se traduit dans l'écriture par une exigence de clarification maximale, c'est-à-dire qu'on demande aux chercheurs de préciser sa terminologie. On observe très peu de signes dits de ponctuation énonciative, tels que les points de suspension ou les points d'exclamation, qui sont par essence polysémiques, donc ambigus, et l'ambiguïté n'est pas de mise idéalement dans l'écrit scientifique. Et puis, cet écrit objectivant, il se traduit aussi par le fait d'avoir un écrit autonome, indépendant de la situation qui l'a produit. Et on observe une quasi-absence de déictique. Hein. Les déictiques, ces mots, ces expressions qui renvoient à la situation d'énonciation du chercheur, à son ici et à son maintenant.
Et de manière caricaturale, on ne trouvera pas des énoncés tels que j'ai réalisé le mois dernier une pré-enquête et j'ai constaté que, mais plutôt une pré-enquête réalisée en mai 2021 a permis de constater que, de manière tendancielle. La deuxième caractéristique, dont je disais qu'elle était moins conscientisée par les doctorants, implique la deuxième caractéristique, c'est de concevoir l'écrit scientifique comme un écrit argumentatif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un écrit qui implique la construction d'un point de vue en permanence. C'est-à-dire que ce point de vue, c'est le résultat de choix permanents qui portent sur tout, en fait. On choisit son cadre théorique dans l'état de l'art, on choisit son objectif de recherche, sa problématique, on fait des choix aussi au plan méthodologique et on justifie en permanence ces choix, ce qui permet justement à cet écrit argumentatif de tendre vers l'objectivité. C'est cette justification qui rend cela possible. Et donc, on va parler ici d'un jeu chercheur ou un jeu épistémique qui peut se traduire, par exemple, dans des énoncés tels que notre travail s'inscrit dans le courant, etc. Mon objectif de recherche, cette réserve méthodologique est motivée par, on voit ici, on y reviendra, que l'inscription énonciative de ce jeu chercheur peut passer par des choix linguistiques divers, par des pronoms divers, par un passif, par exemple, comme dans le troisième énoncé que j'ai cité. Donc, pour moi, l'enjeu de la formation, c'est d'arriver à ce que, pour les doctorants, ces deux contraintes de l'écrit scientifique deviennent compatibles, alors qu'elles sont en apparence paradoxales. Alors, je les rappelle, à la fois viser l'objectivité, ce qui implique l'effacement du jeu-sujet, l'effacement énonciatif, et puis, en même temps, se positionner, guider le lecteur, étayer sa position, et donc la présence forte d'un jeu chercheur. Il faut donc permettre de lever ce paradoxe en renforçant et en assumant davantage son jeu chercheur, sans craindre, si on peut dire, son jeu sujet. Alors, cela peut se faire de plusieurs manières en formation. Une des manières de faire, c'est de travailler sur ce jeu chercheur. Alors là, je me fonde sur une étude de Fletoun et Vold qui a montré que, en cherchant justement les différences entre l'expression de ce jeu chercheur chez les doctorants et chez les experts, elle a montré que finalement, on pouvait distinguer trois rôles dans ce jeu chercheur qui étaient plus ou moins assumés chez les doctorants. Donc en bleu, ce qui va bien chez les doctorants, en rouge, le travail qui reste à faire pour développer davantage ces compétences-là. Donc elle distingue, Fletoun et Vold distingue le rôle du chercheur, c'est-à-dire mettre en perspective les auteurs, les époques, les paradigmes, faire un résumé de tout cela, une synthèse. Manifestement, d'après son étude, les doctorants le font très bien. En revanche, ce qui reste à travailler, c'est le fait de faire des liens avec son propre questionnement pour rendre légitime son cadre théorique, son objectif de recherche, etc. Le second rôle qu'elle distingue, c'est le rôle de guide du lecteur, ce que les anglo-saxons nomment de reader-friendly, où là, il s'agit d'aider le lecteur, de fluidifier la lecture en lui permettant de se mouvoir dans la thèse. Donc, on va annoncer son plan, faire des liens, montrer qu'on sait où on va. Et ça, manifestement, aussi, les doctorants le font tendanciellement plutôt bien. En revanche, et c'est là où on peut travailler davantage, le rôle d'argumentateur que Fletoun et Vold identifient est moins bien assumé chez les doctorants. Là, il s'agit, et on retrouve un petit peu ce qui est en rouge là dans le chercheur, il s'agit de prendre position, de présenter ses choix, par exemple en disant nous choisissons deux, d'affirmer, de contester, de modéliser, d'indiquer en fait s'il s'agit de sa manière de voir ou pas. Et ça, encore une fois, c'est à travailler. Donc, on peut résumer cette étude en disant que les doctorants sont plus centrés sur l'objet de la recherche lui-même que sur la justification des choix qu'ils opèrent, qui est un peu le point aveugle
enfin en tout cas le point à travailler. Une autre manière de travailler cela, c'est de travailler sur les pronoms. Les doctorants, et ça, j'imagine que tous les encadrants qui nous écoutent ici le savent bien, ça fait partie des questions récurrentes des doctorants. Est-ce que je peux dire je? Est-ce qu'il faut dire nous? Est-ce que je dois utiliser toujours on, le passif, etc. Et justement, en exploitant cette distinction entre je sujet et je chercheur, finalement, on fait de ce choix du pronom un problème secondaire. Et si on compare, si on demande aux étudiants en tout cas de comparer des extraits de thèses qui adoptent soit le nous, soit le je, soit encore des formules impersonnelles, on se rend compte que tout cela peut tout à fait bien fonctionner à partir du moment où le doctorant ou la doctorante campe une posture de chercheur à travers ce jeu chercheur. Le jeu, en fait, est à prendre au sens générique et peut s'actualiser de différentes façons. Donc, dans l'exemple 2, excusez-moi, j'avais un exemple 1 qui a sauté. Nous adopterons dans cette partie, donc là, on a un nous. Dans l'exemple 3, la relation est ainsi à considérer, donc on a ici une formule impersonnelle. Hein. Leur pertinence est fondamentale, donc là, on a bien dans leur pertinence est fondamentale un choix fort, mais qui ne passe pas forcément par un jeu. Mais dans l'exemple 4, pour le coup, il passe par un jeu, et pourquoi pas. Il me paraît ainsi plus pertinent d'utiliser le terme aisance que celui de fluency pour ma recherche, après avoir justifié justement ce choix-là. Donc finalement, la conclusion qu'on peut tirer à travers cette petite activité de discussion à partir d'extraits de thèse, c'est que la seule nécessité, c'est d'utiliser, d'assumer ce jeu chercheur en ayant une prise en charge énonciative constante, en assumant constamment ses choix. On a vu que c'était justement le point faible souvent. Alors, cette distinction entre je chercheur et je sujet, elle m'est apparue jusqu'à il y a quelques années, quasiment jusqu'à présent, une distinction très productive, et je continue à la considérer comme productive, mais au final, elle est peut-être insuffisante, et c'est là où j'en suis aujourd'hui, puisque depuis quelques années, j'ai de plus en plus de doctorants, donc j'ai des doctorants qui sont issus des sciences humaines, mais dans le champ des sciences humaines, les disciplines sont nombreuses, les épistémologies, les cadres théoriques aussi, et j'ai parmi les doctorants qui appartiennent à des épistémologies particulières, hein, comme les gender studies, la sociologie ou sociolinguistique critique, l'ethnographie, etc., des questions comme oui, bon, c'est bien beau votre distinction, mais finalement, moi, ça ne me convient pas complètement parce que je ne parviens pas à me sentir engagée dans mon écrit si je mets de côté mon moi, mon expérience propre, ce que je suis, mon sujet de côté. Autre manière de le présenter, hein, sous forme de questionnement, comment construire son point de vue si les justifications sont extérieures à mon expérience de sujet. Je ne vois pas ce que veut dire construire un point de vue dans ces cas-là. Donc, au vu de ces questionnements de plus en plus récurrents, je me demande actuellement, je vous soumets cette réflexion qui est en cours, s'il ne faudrait pas intégrer un troisième jeu qui serait un jeu réflexif. Donc, pour approfondir cette réflexion, je suis allée voir du côté de la littérature et je me suis rendu compte que la réflexivité était un concept multiforme. Les approches théoriques étaient différentes suivant les épistémologies dans lesquelles on se situait. Donc, pour donner trois exemples de conceptions différentes de ce jeu réflexif, on trouve alors surtout dans les études qui portent sur les mémoires professionnelles en Master 2. Donc, peut-être que les thèses sont moins concernées, c'est à voir. Hein. En tout cas, ce sont les cas de recherche où le praticien est la même personne que le chercheur. Et dans ce cas-là, la réflexivité est utile pour faire interagir justement l'expérience du praticien avec les savoirs académiques pour que ce jeu chercheur aussi fasse jour. Deuxième type de conception de la réflexivité, je l'ai trouvé dans les approches compréhensives,
où là, il s'agit de mettre son engagement, ses valeurs, donc les valeurs, l'engagement idéologique, politique est très important, et plutôt que de les placer sous le tapis, il s'agit au contraire de les mettre au centre de sa recherche, de les revendiquer et d'en faire finalement une motivation de la recherche, il me semble. Alors, on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure, puisque l'une des personnes que j'ai lues est présente aujourd'hui. Troisième point qui a fait l'objet de ma revue de littérature, ce sont les recherches collaboratives. Quelle est la place de la réflexivité dont il est beaucoup question dans ces recherches? Et là, il m'a semblé que la réflexivité était aussi au centre, mais davantage comme outil méthodologique, dans un but éthique, de manière à rendre compte en permanence avec ses partenaires, puisqu'il s'agit de recherche collaborative, de ces cadres théoriques de pensée, de manière à ne pas se laisser dominer par eux. Alors j'ai essayé, mais j'en suis encore une fois au stade théorique, je n'ai jamais encore expérimenté cette information, et votre retour pourrait m'être utile de ce point de vue. J'ai essayé de faire un tableau récapitulatif de ces trois jeux, un jeu dialectique, enfin un jeu sujet, un jeu épistémique, le jeu chercheur dont je parlais tout à l'heure, et puis ce jeu réflexif. Alors, quelle facette de soi? Le jeu dialectique, on l'a vu, il va à soi en tant que sujet subjectif, n'est pas forcément le désiré dans les cris de recherche, puisqu'il s'agit d'un discours qui est autocentré, qui n'est pas argumenté. Le jeu épistémique, on en a beaucoup parlé, le jeu chercheur, je n'y reviens pas, il renvoie en soi en tant que chercheur académique, il est très présent et il se manifeste par des choix argumentés via des faits ou le recours au savoir savant. Alors, vous m'arrêtez si j'ai dépassé l'heure, je suis désolée, je peux encore, j'ai encore une minute ou deux. Bon, alors, oui. Merci. Et le troisième jeu, c'est le jeu réflexif. Alors, le jeu réflexif, suivant les trois courants épistémologiques que j'ai essayé de creuser, on peut peut-être le dénommer ainsi, donc un jeu intégratif qui renvoie à soi en tant que praticien-chercheur. Alors, présence dans les thèses de recherche-action, peut-être davantage dans les mémoires professionnelles. Je ne suis pas une spécialiste de recherche-action, mais encore une fois, voilà, présence dans les thèses où le chercheur et le praticien sont la même personne. Et là, il s'agit d'interroger ces pratiques et ces représentations via le recours au savoir savant. Le chercheur engagé, ce que je disais tout à l'heure, il renvoie à soi en tant que chercheur engagé dans des luttes sociales. Et l'idée, c'est d'argumenter ses choix en tenant compte des valeurs de sa communauté. Et puis, ce dernier jeu réflexif, c'est un jeu qu'on pourrait appeler peut-être éthique ou introspectif, qui renvoie à soi en tant que chercheur éthique. Et là, l'idée, c'est d'argumenter ses choix en explicitant ses cadres à ses partenaires. En guise de conclusion, pour revenir sur le tableau qui précède, si je mets de côté le jeu sujet, le jeu dialectique, et que je m'en tiens au jeu épistémique et au jeu réflexif, donc au jeu chercheur, au jeu réflexif, il est clair que la distinction reste artificielle, puisqu'on peut tout à fait être réflexif et avoir recours au savoir ou au fait, c'est tout à fait compatible dans la même recherche, mais cela me semble, cette distinction, elle me semble utile au plan pédagogique, d'une part, parce qu'elle permet toujours aux doctorants, et ça c'est toujours quelque chose qui me tient à cœur, de mieux prendre conscience de ces pratiques, ici de ces pratiques énonciatives. Les arguments sont différents selon que je mets aux commandes un jeu réflexif ou un jeu chercheur, un jeu épistémique. Et puis peut-être que cette distinction permet aussi de reconsidérer les habitudes de sa communauté en tant que conventions, de bien les voir comme des conventions, et du coup de mieux les connaître, certes, mais aussi de mieux les revisiter et de les discuter. Voilà, je vous remercie.